Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. L'actualité de ce 29 avril. À la une ce soir, un fonds d'urgence de 200 000 € débloqué par le conseil départemental d'Indre-et-Loire pour venir en aide aux vignerons touchés par le gel. Visite d'évaluation des dégâts aujourd'hui pour les élus, des pertes estimées à 200 millions d'euros. Plus de 100 000 vues sur les réseaux sociaux. La vidéo qui montre le face-à-face tendu hier soir entre CRS et manifestants agite la toile. Les manifestants parlent de violences policières. La police s'en défend. Également dans ce journal, la région Centre présentait le bilan de sa stratégie régionale du tourisme durable sur la période allant de 2011 à 2015, une période marquée notamment par le succès de la Loire à vélo. Bonsoir à tous. Des pertes évaluées à 200 millions d'euros dans les vignobles qui ont été touchés par le gel dans la nuit de mardi à mercredi. 200 000 € seront débloqués par le conseil départemental d'Indre-et-Loire pour venir en aide aux vignerons. Un fonds d'urgence. À l'heure où je vous parle, aucune précision n'a été donnée sur la répartition de cette somme. Bourgueil, Montlouis-sur-Loire, Cravant-les-Coteaux, visite d'évaluation des dégâts cet après-midi. Le sous-préfet de Chinon, la direction départementale des territoires et le député socialiste Laurent Baumel se sont rendus sur ces vignobles attaqués par le gel. On écoute Jean-Gérard Pommier et François Bonneau. Vraiment, c'est un sinistre très fort. Je vous le répète, moi j'ai connu cela, j'ai vu les vignes gelées chez mes parents et je sais ce que c'est. C'est toute une année qui est fichue. Alors qu'il y a quelques jours, ça s'annonçait bien. Dans un terrain où il n'y a pas beaucoup de stock. Donc ça va être très compliqué, d'autant qu'il y a de l'emploi saisonnier qui ne pourra pas se faire. Il y a des référencements de Bourgueil et autres qui vont moins se faire à la vente, à l'exportation. Et après, quand les créneaux sont occupés, c'est plus difficile de revenir. Une expertise d'abord, avec l'ensemble des structures qui sont habilitées à faire cette expertise, avec le dialogue avec les viticulteurs, et puis ensuite un examen en ce qui nous concerne pour voir ce que nous pouvons faire pour les aider dans ce passage difficile. Une aide de 200 000 € qui reste insuffisante pour les vignerons. Ce qu'ils attendent, c'est un soutien financier pour 2017, car c'est cette année que les difficultés financières débuteront vraiment. Ils réclament également des reports d'emprunts bancaires et des étalements de charges. Et justement, à Cravant-les-Coteaux, dans le Chinonnais, un viticulteur a décidé, lui, d'investir dans du matériel et des techniques anti-gel avec un seul objectif, vous l'aurez compris, éviter les années noires. 91 et 94 ont marqué à jamais les vignerons. Le gel avait alors ravagé leurs parcelles. Les professionnels avaient eu beaucoup de mal à se relever. Aurélie Renaud. Sur cette parcelle, les grands jets d'eau ont été lancés vers minuit, avant le pic de gelée du petit matin. Peu à peu, l'eau s'est transformée en glace, enveloppant alors les bourgeons. Cette technique, on l'appelle l'aspersion. Elle crée une protection naturelle. C'est-à-dire qu'au début, on a une petite pellicule de glace sur le bourgeon. Et plus la température descend, plus la pellicule s'épaissit. Et après, c'est vraiment impressionnant. On a l'impression d'avoir mis nos petits bourgeons, nos petites grappes de raisin qui sont comme ça, dans le glaçon pour l'apéritif. Ça forme un système de cocon, d'igloo, et on reste à 0 degré. Et on sait qu'un rameau, qu'un bourgeon de pied de vigne gèle à partir de -2. Donc c'est tout simple, on reste à 0, même si la température pourrait descendre à -4, -5, -6 degrés. Coût d'investissement pour la multitude de jets d'eau, 30 000 €. L'achat s'est donc fait par le biais d'une CUMA, un groupement de viticulteurs. Dans la lutte anti-gel, il y a aussi les éoliennes. Objectif, ramener l'air plus doux vers le sol, au pied des ceps. Là encore, 30 000 € d'investissement, toujours un achat groupé. Fabrice Gagné a également opté pour la technique du brûlot, une sorte de grosse bougie créant des halos de chaleur dans les rangs. Il en faut environ 350 par hectare pour espérer réchauffer l'air au sol. Ça a des inconvénients, c'est qu'il faut savoir les allumer au bon moment. Ça a des avantages parce qu'on peut protéger. Ça demande beaucoup de main d'œuvre. Donc ça, c'est encore une autre technique. Enfin, après, je vous parle pas de la dernière. Si on met un cierge à l'église et on fait rien et on croise les doigts pour pas que ça gèle. Ces systèmes sont mis en place à toute heure de la nuit, car sur la table de chevet du viticulteur, une alarme sonne en cas de chute des températures, une sorte de babyphone de la vigne. Grâce à sa brigade anti-gel, Fabrice Gagné pense avoir sauvé 50% de son vignoble. Il garde tout de même un œil sur les prévisions météo et il le sait, les nuits blanches ne sont pas terminées, des gelées sont prévues lundi matin. Après avoir battu le pavé de Tours, les étudiants qui protestent contre la loi travail bloquent actuellement le péage de Monet. Vous le voyez sur ces photos, les automobilistes ont pu passer gratuitement car les étudiants avaient dévissé certaines barrières.
Plus de 100 000 vues sur les réseaux sociaux. La vidéo qui montre le face-à-face tendu hier soir entre CRS et manifestants à l'issue de la manifestation contre la loi travail agite la toile. On y voit la police faire usage de matraques pour disperser les rangs du cortège. Les manifestations parlent de violences policières. La police, elle, s'en défend. Amanda Breuer-Rivera. Hier soir, aux alentours de 18h, à l'issue de la manifestation loi travail, 200 manifestants bloquent la circulation place Anatole France. Ce sont essentiellement des jeunes, étudiants grévistes ou lycéens qui attendent le début de Nuit debout. La police a ordre de rétablir la circulation, le ton monte et les deux parties débutent alors un long face-à-face tendu. Ça vous fait rire en fait. Environ 20 minutes plus tard, c'est l'épreuve de force entre fonctionnaires de police et une trentaine de manifestants qui refusent de reculer. Et puis... On entoure. Et reculez. Allez, tape. Allez, des enfants, t'as des enfants. Les policiers ont peur d'être encerclés et sortent les tonfas. Après avoir repoussé les contestataires, la police quitte les lieux. Une victoire pour les manifestants, mais beaucoup restent choqués par l'attitude de la police. On les a vus commencer à se rapprocher. Nous, on n'a pas voulu reculer. Et donc, du coup, pour nous faire reculer, ils ont sorti les matraques. Donc, certains d'entre nous se sont pris un coup. Je me suis pris un coup dans la jambe gauche, par exemple. Mais je ne suis pas le plus à plaindre. Il y en a qui sont pris des coups bien pires que ça. À côté, on n'avait aucune hostilité. On avait des gens qui faisaient des cœurs. On avait des gens qui ont essayé de leur offrir des fleurs. Mais on restait ici parce qu'on voulait pas reculer juste parce qu'ils nous disaient, parce qu'ils voulaient qu'on recule, quoi. On était parti pour rester à la base. Je pense même que s'ils n'étaient pas venus, la place aurait été libérée beaucoup plus tôt. Pour les forces de l'ordre, certains manifestants cherchaient la provocation à coups d'insultes ou de jets de canettes. Pour eux, les policiers ont uniquement fait leur travail en appliquant la procédure. Sortir des matraques ou des tonfas, on va dire, bon, ça peut inquiéter, provoquer. Bon, s'il y a eu un ou deux coups dans le fondement, parce que forcément, quand on vient mettre les coups sur de police, il peut y avoir un ou deux coups. Ça n'a pas été plus loin que ça. Plusieurs militants ont été frappés aux jambes et aux mains. Une femme âgée est tombée lors d'un mouvement de foule sans se blesser. Il n'y a ni blessé connu à ce jour, ni de dépôt de plainte. Des deux côtés, on dit refuser l'escalade de la violence. Un audit sera réalisé par un organisme spécialisé indépendant pour restructurer les secrétariats médicaux. C'est en tout cas la promesse du président du conseil de surveillance du CHU de Tours, Serge Babary. Le personnel, vous le savez, est vent debout contre ce nouveau projet de restructuration qui devrait intégrer de nouvelles technologies et impliquerait la suppression de 150 emplois. La direction pourrait présenter le projet aux services concernés en septembre. La région Centre présentait le bilan de sa stratégie régionale du tourisme durable sur la période 2011-2015. Une période marquée notamment par le succès de la Loire à vélo, la création et la montée en puissance de marques territoriales. Le patrimoine et la nature sont au cœur de cette stratégie. Sur la période 2015-2020, la région donne 13 millions d'euros au département pour soutenir les filières touristiques. Florent Carrière. Nature et culture, la région Centre-Val de Loire a trouvé son identité touristique. Ces sites et monuments attirent chaque année 9 millions de visiteurs. Parmi eux, la clientèle de la Loire à vélo, une référence hors de nos frontières nationales. Plus de 900 000 cyclistes, dont la moitié sont de véritables touristes qui restent en moyenne 8 nuits sur place, contre 5,6 pour les autres touristes. Les touristes, quand ils sont sur l'itinéraire de la Loire à vélo, effectivement, sont des touristes qui dépensent beaucoup plus qu'un touriste moyen en région, puisque la dépense est à 80 € par jour et par personne, au lieu de 65 € pour un touriste lambda. 30 millions d'euros de retombées économiques pour la Loire à vélo et même plus de 40 millions si l'on y inclut les boucles et autres parcours. Les aménagements cyclistes vont se poursuivre, comme le Cher à vélo. Ces retombées économiques ont doublé en 5 ans. Plus de monde à vélo, c'est aussi plus de visiteurs dans les châteaux. Ce sont des touristes qui sont amateurs de culture tout de même, mais aussi un peu de sport. On peut, à travers la Loire à vélo, manier, c'est du sport culturel si on veut. Et je crois que les visiteurs, les touristes sont à la recherche d'expériences un petit peu complètes. Patrimoine, nature, sport, une offre touristique complémentaire et pluridisciplinaire. Une force pour le Centre Val de Loire qui entend aller plus loin encore dans la mise en réseau des acteurs du tourisme. On a constaté en 7 ans une augmentation de 20% de fréquentation.
Et c'est pourquoi? Parce qu'on on montre qu'une offre peut être, voilà, on peut aller d'un château à l'autre, on peut voir des spectacles. Il y a une émulation dans le côté artistique de la mise en valeur du patrimoine culturel. Une mise en réseau destinée également à l'innovation pour inventer le tourisme de demain. Reste le marketing territorial. Val-de-Loire, Château de la Loire, Touraine et récemment Sologne, des marques qui permettent de vendre le territoire à l'international. On vend à travers des manifestations auxquelles on participe à l'international, auxquelles on participe en France, par aussi une politique de marketing importante, par notre présence très fortement sur le web. Le tourisme fait vivre 32 000 personnes en région Centre Val-de-Loire et génère pas moins de 3 milliards d'euros de retombées économiques. Autant dire que c'est un secteur clé pour la région. Ce mois-ci, la sénatrice maire de Benay, Stéphanie Réaucreux, est l'invitée d'En Privé. Un an après avoir succédé à Jean Germain, on fait le bilan. Elle nous reçoit dans le Bourgueillois. Nous l'avons également suivie au Sénat, comme le montre cet extrait. Il est 9h30, véritable début de cette journée parlementaire. Au programme, des réunions, des auditions, des séances publiques avec le vote d'une loi contre le terrorisme et les questions au gouvernement. Il y a une modification de l'ordre du jour. Ah oui, j'ai vu sur Internet. Bon, d'accord, merci monsieur. Là, on attrape l'ordre du jour. Qui veut dire? Bonjour Cécile, ça va? Son équipe, la même que celle de Jean Germain. Avec elle, direction le bureau pour un point sur les dossiers en cours et les courriers reçus. Nous voilà dans le bureau. Sous les toits. Là, ça c'était les choses sur la parité, le travail. C'est le municipal des jeunes. Ouais. J'avais rencontré le maire de Beaumont qui a 12 ans. 11h, direction la réunion du groupe PS au Sénat. Encore de nombreux pas à faire dans le bâtiment. La salle de la commission des finances. Donc Jean siégeait à la commission des finances, il en était le vice-président. C'est la place de Jean Germain, ici. Voilà, c'est le raccourci pour rejoindre le bureau, donc tôt ou très tard le soir, quand il n'y a plus personne, où je redescends du bureau et je passe toujours là avec voilà, une pensée, toujours pour Jean. Ça ne me pose pas de souci d'être voilà, celle qui a succédé à Jean Germain. Mais vous affirmez en tant que sénatrice. Mais pas que la remplaçante. Mais j'étais la suppléante de Jean et avec sa disparition, je suis devenue la sénatrice d'Indre-et-Loire, enfin l'une des sénatrices d'Indre-et-Loire. L'étiquette de la remplaçante, une image à gommer. La sénatrice, c'est elle dorénavant. Jean Germain était à la commission des finances, elle est à la commission des affaires sociales et elle n'entend pas faire de la simple figuration. Football ce soir, match Tour FC Niort. C'est la dernière fois que Marco Simone suivra un match depuis le banc au bord du terrain jusqu'à la fin de la saison. L'entraîneur du Tour FC, qui était déjà sous le coup d'une suspension de 2 matchs avec sursis, vient d'écoper de 2 matchs de suspension supplémentaires par la commission de discipline à la suite d'un incident au cours de la rencontre Tour-Brest. La fête foraine ouvre ses portes aujourd'hui jusqu'au 22 mai à Rochepinard, près du Parc des Expos. Plus d'une centaine d'exposants et des nouveautés. 5 nouveaux manèges cette année. Alexandra Vives. On nettoie, on astique, on peaufine les détails pour accueillir les premiers visiteurs. Les préparatifs battent leur plein sur pas moins de 120 manèges et stands qui parsèment les allées. Parmi eux, il y a les incontournables, mais aussi et surtout les nouveautés. Les jeunes demandent toujours des manèges nouveaux, des manèges à sensations fortes. Et donc, la mairie de Tours a quelques emplacements justement pour accueillir des manèges comme ça. Et pour rester indémodable, il faut savoir innover. Le propriétaire du Master Dream l'a bien compris. Ici, en plus des sensations fortes, c'est le public qui contrôle sa propre nacelle. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a un joystick pour contrôler la machine. En appuyant dessus, vous faites monter et baisser le bras comme vous le désirez. Et ensuite de gauche à droite pour faire bouger les nacelles. Donc vous contrôlez vraiment la machine. Et parmi les nouveautés, on trouve aussi la célèbre chenille qui refait son apparition après une quinzaine d'années d'absence. C'est le manège qui appartenait à mon grand-père, qui a appartenu à mon père après. C'est un manège qui a une histoire, parce qu'il il est de 1947, donc il aura 70 ans l'année prochaine. Et bon, bien sûr, tout a été refait, il n'y a plus rien d'origine dessus, mais je veux dire, le tour de manège en lui-même, c'est toujours le même depuis bientôt 70 ans.
La fête foraine de Tours est ouverte pendant plus de 3 semaines et espère attirer cette année près de 400 000 visiteurs. Le resto-route des 24 heures sera-t-il détruit? Implanté en 1955 le long de l'ex-National 10 à Chambray, ce resto routier à l'américaine est voué à disparaître. Un homme profondément attaché à cette route, la route de ses vacances, se bat pour sauver le site. On le reçoit dans un instant.